Nous sommes aujourd'hui sur la commune de Visperterminen, en Valais, à la sortie de la vallée de Saas. C'est là que se trouvent les vignes les plus hautes d'Europe, soit jusqu'à une altitude de 1150 mètres. On y cultive le païen, aussi appelé haïda, en fait un savagnin blanc. Ici, l'hélicoptère ne vient pas faire d'épandage. Tout se passe encore manuellement, du moins jusqu'à très récemment. D'autres vignobles ont pu profiter des nouvelles technologies, soit l'épandage avec l'hélicoptère, mais la population, les milieux écologiques se plaignent de plus en plus. Un nouvel acteur est apparu, comme dans bien d'autres domaines, c'est le drone. Entre l'hélicoptère et le drone, quels sont les avantages? Alors très clairement, je vais dans un premier point d'intérêt, c'est un intérêt public, c'est le bruit. L'hélicoptère répond à un bruit qu'un hélicoptère. Ensuite, la précision. On opère de façon chirurgicale avec un drone, pratiquement. On met, comme le dit le slogan d'AgroFly, le bon produit au bon moment, au bon endroit. On va donc mitiger, réduire de façon drastique ce qu'on appelle les dérives. Les dérives, c'est tout ce produit qui ne va pas à sa cible. Et troisièmement, pas des moindres, la flexibilité. Le drone est un système qui peut se déployer relativement facilement. Il demande une logistique qui est beaucoup plus légère par rapport à l'hélicoptère. On peut donc le déployer beaucoup plus rapidement, faire des retouches ou ce genre de choses auxquelles l'hélicoptère est plus difficilement mis en œuvre parce qu'il est lié à un programme. Alors, les drones sont équipés de GPS et de ce qu'on appelle le RTK, c'est-à-dire que c'est une base qui est posée au sol et qui permet d'envoyer de façon très très régulière, plusieurs fois par seconde, des corrections du positionnement du drone sur ses trajectoires. On fait ce qu'on appelle un mapping, c'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain et on va regarder exactement la parcelle, comment elle est définie, et on va enregistrer cette parcelle de façon précise et l'intégrer dans la station qui contrôle, si on veut, le drone, comme étant son plan de vol. L'antenne est maintenant posée. On cherche la meilleure position pour la balise. Les coordonnées peuvent varier avec les GPS du drone. Donc là, c'est un point fixe. Le fixe, il bouge pas. Donc il reste vraiment au sol et ça fait une triangulation. Donc ça lui donne exactement la correction du point. Et puis comment est-ce qu'on sait la position exacte? Elle a dû être cartographiée, cette position. On est toujours au même endroit ou bien? On le remet au même endroit que la première fois on a fait la cartographie du terrain. Donc on remet exactement au même endroit. Et puis lui-même, c'est une antenne, donc il sait où il est aussi. Donc d'accord, donc on n'a pas à recartographier chaque fois. Non, au pire, ce qu'il peut y avoir, c'est des légers décalages de maps, ce qu'il peut y avoir avec n'importe quel drone à l'heure actuelle. Mais peut-être que là, on va devoir corriger, mais ça se fait en vol, c'est vraiment très rapide. Qui dit guide en principe ces appareils? C'est quelqu'un de votre entreprise ou ça peut être les propriétaires de ces drones pour autant qu'ils les aient achetés? Alors ça peut être soit quelqu'un de notre entreprise, soit le propriétaire du drone, généralement le propriétaire qui est un vigneron encadreur. Si je regarde cette année, c'est les clients que nous avons, ils vont envoyer une ou deux personnes pour venir se former. C'est une obligation, on ne vend pas le drone et on ne le livre pas non plus tant que les gens ne sont pas formés, rajoutés sur une liste de notre manuel d'opération, reconnu par nos assurances et reconnu par l'Office fédéral de l'aviation civile. Comment ça se passe sur place? Alors, dans le meilleur des mondes, la zone qui va être traitée a déjà été mappée, comme j'expliquais tout à l'heure. Le pilote ou l'opérateur, si on veut, va arriver, va déployer son drone, va poser sa station de contrôle RTK au sol et va intégrer dans le contrôleur de vol du drone la parcelle qu'il souhaite traiter. Ensuite de cela, le drone sera équipé, sera rempli du produit qui devra être utilisé, décollera et commencera à faire son vol. Toujours en vue de l'opérateur, c'est extrêmement important. C'est légal encore en Suisse, on ne vole pas au-delà de la vue directe de l'opérateur. Le drone va évoluer à environ 50 cm jusqu'à maximum 1,50 m au-dessus de la ligne, et quand son réservoir arrivera au bout,
il y a une sonde qui permettra de déterminer de façon très précise là où le drone a cessé de faire son épandage. Il revient tout seul à son point de départ où il sera re-rempli, où les batteries éventuellement seront changées si nécessaire. Et une fois que cette opération sera effectuée, il retournera exactement au point où il a cessé l'épandage et il continuera son travail. Alors ça c'est une antenne GPS qui discute avec le contrôleur de vol qui est à l'intérieur. C'est une antenne plus ou moins standard et elle est couplée avec 2 antennes RTK, ça c'est pour une haute précision. Avec ça on a une précision de l'ordre de 20 cm combinée justement avec la base au sol qui réinjecte des corrections. Ici des batteries en cours de recharge. Ce serait exactement le même problème si c'est un problème de batterie. Généralement, un set de batteries va faire 2 réservoirs. Et c'était là aussi toute la difficulté et la finesse du travail de ces 2 dernières années, c'était de trouver le bon compromis entre la vitesse à laquelle le réservoir se vide pour les volumes donnés qui sont ceux qui nous concernent, en vigne, en l'occurrence en vallée ou bien sûr sur des abricotiers ou en maraîchage, versus l'autonomie réelle des batteries. La grosse problématique aurait été si on faisait avec un set de batterie 3/4 de réservoir ou 1,5 réservoir avec 2 sets. Là, on aurait véritablement eu un problème et il fallait donc technologiquement trouver le juste milieu. Tu vois, là on voit très bien celui-là. Alors ici, c'est le remplissage de l'appareil. Donc là en fait c'est l'arrière de l'appareil. Et puis les buses qui partent devant, les 4 buses devant, c'est l'avant de l'appareil. C'est dans le sens où il va fonctionner direct. Alors les caractéristiques techniques de ce drone, on parle d'une machine qui fait un petit peu plus de 2 mètres d'envergure avec ses rotors déployés, qui va peser au décollage, donc pleine, 40 kg environ, donc à vide une vingtaine de kilos, équipée avec ses batteries, et qui est équipé d'un système de contrôle de vol, un flight controller comme on l'appelle, qui est à redondance, c'est-à-dire qui peut récupérer s'il y a des problèmes. C'est un hexacoptère, il a 6 moteurs, 6 bras, ce qui permet de ce côté-là aussi une redondance. On l'a vécu dernièrement avec un vigneron qui ne nous avait malheureusement pas averti de la présence d'un piquet métallique à 45 degrés sur un mur d'une certaine longueur lors d'un traitement. On a une hélice qui a touché ce piquet, le drone s'est mis de côté, on a pu le ramener et le poser. Cette redondance est pour nous extrêmement importante, surtout en année de proof of concept, parce qu'elle démontre aussi la sécurité avec laquelle on peut utiliser cette machine. C'est le gros avantage des multicoptères avec leurs bras, disons, et cette possibilité d'en mettre 4, 6, 8. En l'occurrence 6, c'est la bonne configuration pour nous en tout cas, parce que ça permet cette espèce de redondance en cas de touchette. On distingue facilement le produit relâché par les buses, de même que l'interruption du débit en fin de ligne, ce qui permet une application très précise à la différence de l'hélicoptère. Donc là, tu es en pilotage automatique, mais tu dois surveiller, c'est ça? Oui, je surveille la hauteur. Surveille la hauteur, oui. Il y a quand même des petits mouvements à faire sur le joystick, là-haut. Ouais, le terrain, il n'est pas plat du tout, donc si je veux qu'il suive à 1m50, 1m50, 2 mètres de haut, je suis obligé de suivre le terrain. Décide des dates d'épandage. Le viticulteur, généralement, on a à l'interne un ingénieur agronome qui, pour nos prestations de services, coordonne ce genre de choses. Alors l'Office fédéral de l'aviation civile, qui est notre autorité de tutelle, a délivré une autorisation pour ce drone, pour l'épandage par voie aérienne. On est en train de passer maintenant en épandage de système de traitement au sol. On est en train de terminer une homologation, ce qui va sortir le côté épandage de l'Office fédéral de l'aviation civile, mais c'est toujours quelque chose qui vole. Donc on est soumis à des règles, comme typiquement les 5 km autour d'un aéroport, pour lesquels on coordonne avec Skyguide. Alors on appelle 1 heure avant, on appelle au décollage, on appelle quand on a terminé la mission. Donc il y a des règles, on s'y soumet, on a un manuel d'opération.
Nos drones faisant plus de 30 kg, évidemment, c'est traité au cas par le FAC. On a fait un manuel d'opération qui est assez conséquent, je dirais, et qui a fait que la machine elle-même est approuvée. Si je prends le cas de l'aéroport de Sion, il y a la colline de Malader, qui est donc au nord de la colline, de l'aéroport. Comment ça se passe? Pendant que vous êtes en train de faire de l'épandage, il n'y a pas d'avion qui atterrit ou ils doivent avoir un trajet particulier? Comment ça se passe? Non, absolument pas. En fait, on coordonne déjà, on avance, on a une période durant laquelle on dit, dans notre cas, du début mai à la fin août, on a une demande qui est sur toute cette durée. On traite généralement tôt le matin, on traite à 1,50 m, 2 mètres du sol. Donc non, ce qui est important pour nous, c'est la coordination avec la Tour de Sion pour que notre trafic soit, pour ainsi dire, déclaré et que l'annonce de trafic puisse être effectuée par la Tour de Sion. Mais les avions et les hélicoptères voleront absolument normalement. Un drone de cette taille, de cette envergure, de ce poids, ça ne se pilote pas comme un jouet. Comment ça se passe l'apprentissage? Je commencerai déjà par une chose, plus c'est gros, plus c'est facile à voler. C'est stable, d'abord, c'est extrêmement stable. Ça, je dirais, c'est la première chose. La deuxième chose, tu as parfaitement raison, ce n'est pas un jouet. Donc, on ne vend pas ce drone en disant, voilà, maintenant, allez vous débrouiller. Il est vendu avec une formation qui est claire, qui est spécifique, pour laquelle il y a un syllabus et qui est reconnu par l'Office fédéral de l'aviation civile. La formation elle-même, il y a une partie théorique, parce qu'on a un manuel d'opération, on a des procédures opérationnelles qui doivent être connues, qui doivent être respectées, et on a une partie pratique qu'on essaye de faire, disons, la grande partie sur la vigne du client. Mais le vol en tant que tel est très automatisé quand on fait de la prestation d'épandage, l'opération d'épandage. Ce qui est extrêmement important par contre, c'est de pouvoir reprendre le contrôle en tout temps de ce drone s'il y a un problème. Et c'est là-dessus que nous allons mettre l'emphase lors de la formation. C'est cette capacité de notre opérateur, client, quel qu'il soit, de reprendre le contrôle à tout moment de son drone s'il y a une perte de signal GPS, s'il y a un problème du contrôleur de vol, si l'histoire que je vous racontais tout à l'heure de l'hélice qui a touché ce bout de métal, et ben, de reprendre le contrôle, de venir le poser en toute sécurité. C'est là que se situe, je dirais, le plus grand morceau de la formation. Ici, devant nous, la première parcelle à traiter. Tous les petits tuyaux bleus qui sortent, qu'on voit, c'est les limites de parcelles pour savoir où c'est qu'on va aller traiter. Là, les chargeurs de batterie, toujours en fonction pour les garder au maximum de leur potentiel. Là, je fais le branchement des batteries pour mettre le drone en route. Devant la machine, on a des LED qui clignotent avec différentes couleurs. C'est ce qui nous permet de savoir, pour que le protocole de la machine soit fait complètement, pour qu'il chope les satellites, pour savoir dans quelle position on pilote la machine, si c'est en ATTI ou bien si c'est en satellite direct. Puis chaque couleur correspond Chaque couleur correspond à ce qu'on va faire. Ça veut dire que si on a des couleurs jaunes, par exemple, comme actuellement ça clignote jaune, ça veut dire que l'appareil il va monter en ATTI. Je pilote en ATTI, ça veut dire en manuel complet, sans les satellites. Et puis, quand on a les bleus qui clignotent comme actuellement, il a fait ses positions, il a recherché ses satellites et il est prêt à décoller. On a des couleurs aussi qui nous permettent de savoir quand le liquide sensor il est vide ou quand les batteries arrivent à plat. Est-ce que ces couleurs se retrouvent aussi sur la télécommande? Parce que quand il est loin, on ne voit pas forcément les couleurs. Ou bien... Si, on voit, ça clignote vraiment très loin. Et puis on a des indications sur l'écran de la télécommande qui nous permettent de savoir la batterie à combien elle est, ce qui se passe. Là, il va bientôt s'arrêter parce qu'on arrive bientôt au vide. Il y a le liquide sensor qui va s'enclencher. Là, il s'est stoppé. Et là, il rentre à la maison tout seul. Le drone a maintenant traité une partie de la première parcelle. Il revient automatiquement lorsque le réservoir est vide
après avoir mémorisé la fin de son trajet. Le produit pour l'épandage est préparé sur place et versé dans le réservoir. Voilà, ça c'est le plan automatique de ce que le drone va exécuter après. Donc ça a été cartographié à l'avance et puis là c'est d'automatisme. Donc il va travailler presque tout seul, on a juste la hauteur à faire. Puis la cabane, c'est ce qu'on voit en haut à gauche. C'est où on est dedans, exactement. Donc en fait les batteries vont se décharger beaucoup moins vite si on peut aller dans la ligne, si on reste droit avec le drone, que si on va faire une descente pour remonter à chaque fois, vu qu'on doit donner plus de puissance, les batteries vont se décharger beaucoup plus vite. Alors on remonte, si on va traiter les lignes comme en bas où c'est vraiment très pentu, et on va faire un point au début en haut et un point en bas, et là l'appareil va travailler de haut en bas. Ce qui n'est pas super génial parce qu'on perd beaucoup de batterie. Alors que si on travaille dans la longueur de la ligne, on reste tout le temps à la même vitesse, à la même puissance. On procède ici au changement de batterie. Le drone avertit le pilote par un signal sur son écran de commande. Comme on peut le voir sur ces images, le pilote du drone a toujours un œil sur sa machine. Les règlements exigent cela pour des raisons de sécurité, car même si le pilotage automatique est bien programmé, il y a toujours au moins le problème de l'altitude, soit la distance entre le sommet des ceps et le drone, qui oscille environ entre 80 cm et 2 mètres, et les vignes sont rarement plates. Qu'est-ce qu'il en est des possibles pannes techniques ? Nous avons expérimenté évidemment pendant 2 ans un certain nombre de problèmes techniques que nous avons pu régler. L'avenir va nous démontrer qu'il y en a peut-être d'autres qu'il va falloir régler. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la formation est extrêmement importante, la capacité des personnes à reprendre le drone et à venir le poser. Dans l'aviation en général, et on est dans l'aviation, un petit peu quand même aussi, ou dans l'opération d'engins de chantier agricole, quand il y a des incidents et des accidents, c'est dans une grande majorité de cas, très grande majorité de cas, des erreurs humaines. Ce qui ne veut pas dire qu'on a mis en place des procédures, ces procédures doivent être respectées et on minimise le risque de façon maximale aujourd'hui avec des procédures opérationnelles, des checklists qui permettent avant de décoller déjà de s'assurer de la navigabilité, disons, du drone. On n'est pas à l'abri de perte de signaux GPS. Ce genre de situation, ce qui est important de nouveau, et on revient dans la formation, c'est de donner à l'opérateur les compétences de reconnaître ce type de problématique et les capacités d'y réagir de façon sécuritaire. Lors d'un des passages près du mur, une hélice a été abîmée. Pas de déstabilisation du drone, mais retour au sol pour une réparation de quelques minutes. Que ça marche d'un seul coup, qu'il y a un petit problème, tu répares sur place, c'est loin. Très rapidement, cette hélice peut être changée sur place et on peut continuer le travail. Voilà. 2 minutes après, l'appareil est prêt à reprendre son activité. Alors là maintenant on va faire un AB mode au-dessus de la vigne ici, ça veut dire qu'on va prendre un point A, c'est un point satellite qui va se fixer, on va prendre un deuxième point B à l'autre bout de la vigne pour la fin de la vigne, et puis après l'appareil va faire lui automatiquement, juste à que je lui dise stop, tous les 2,50 m se déplacer et revenir. Et puis ce point doit être fait chaque fois qu'on revient sur cette vigne. Alors en AB mode, oui, on travaille point par point. C'est pas un point qui reste automatique, c'est un point qu'on peut remettre à chaque fois si on commence au même endroit ou si on commence à un endroit différent de la première fois. Mais on peut le remettre et le changer à chaque fois et ça prend 3 secondes et demie. Ah, donc ça vaut pas la peine de le stocker? Absolument pas. C'est pour les parcelles qu'on peut pas faire en automatique ou qui valent pas la peine parce que c'est trop petit et puis c'est vite fait de faire un AB mode dessus. Puis parce qu'elles ont souvent des formes assez biscornues. Elles ont des formes assez biscornues, ouais, en plus. Ouais.
train de faire mon deuxième point satellite, là. Et comment tu sais qu'il est fait? C'est marqué sur ta télécommande? Alors, là-bas, ça clignote violet et bleu. Maintenant, je vais faire un point, ça a clignoté vert. Là, Ouais. ça clignote vert, là, c'est que mon point il est fait. Et puis maintenant, je vais envoyer mon AB mode en signe automatique et il va partir. Il fait une ligne tous les 2,50 m, ce qui correspond à la largeur de balayage du système. À partir d'ici, tout se fait en manuel, sinon on va arroser la route étant donné la forme de cette parcelle. Deux drones peuvent parfaitement évoluer sur la même parcelle s'ils ont des secteurs différents. Un mur de vigne, une forêt, des habitations proches, le pilote a choisi un mode manuel plus sûr. On peut apprécier sa dextérité. Habileté également face aux obstacles comme les tuyaux d'arrosage, la proximité des immeubles. Pour les épandages, cette vigne a été traitée uniquement par drone, toute la saison. Nous sommes le 10 août 2018, son état sanitaire est parfait. Les réparations qu'on a le plus souvent ici en atelier. Alors le plus souvent en fait c'est les hélices qui cassent. Pas souvent quand on est sur le terrain ça peut toucher, puis c'est vraiment un truc qu'on peut... Là je vous ai pris un bras à côté, c'est vraiment ici on démonte là, il y a une vis, on enlève et puis on peut remettre une paire d'hélices. Directement sur place. Ouais, sur place. En quelques minutes. Puis par exemple si on aurait un moteur qui répare, on peut changer le bras directement en fait. Parce que le bras ici il vient s'installer comme ça. Ici il y a simplement une vis là à desserrer. Deux petites vis là, on enlève le connecteur, on remet la vis dedans, ça qu'on connecte et puis c'est réglé. Et le moteur est au bout du bras. Voilà, et le moteur ici est au bout du bras en fait. Tous les câbles ils passent à l'intérieur là. L'expérimentation avec ces drones a surtout commencé l'an dernier. Quels sont les progrès qu'on a pu réaliser vu l'expérience? Alors au niveau de l'expérience, nous on a justement un contact en Chine qui s'occupe de l'électronique et puis on a fait une avancée justement dans le programme quoi. Parce qu'on avait des pertes de GPS avec certains programmes et puis maintenant avec les nouveaux qu'on a, on a justement plus ces problèmes-là. Donc perte de signal. Voilà exactement, dépend comment où on est allé, par exemple à Wiesper-Terminen où c'est encaissé, on avait des pertes de GPS. Puis grâce au nouveau programme informatique, on n'a plus ces problèmes-là quoi. Nous, on a développé nous-mêmes le système de pulvérisation, puis grâce à ce système-là, on a des résultats en fait trois fois mieux que les résultats qu'on avait avec le matériel de base du drone. Ça veut dire quoi 3 fois mieux? On a moins besoin de produits ou il est mieux distribué? Il est beaucoup mieux distribué, ouais. Dans ton domaine, quel avenir vois-tu avec le drone? Alors très clairement, on en parlait tout à l'heure, cette possibilité d'aller traiter en des endroits précis pour utiliser moins de produits phytosanitaires, pour être beaucoup plus efficace, pour être beaucoup plus efficient. On est dans un monde où on parle beaucoup de bio, on parle beaucoup de la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. On a vu le cas du glyphosate qui est un problème entre guillemets mondial, de Monsanto qui est la boîte la plus détestée au monde. Il y a une réalité, il y a un changement de paradigme qui s'opère aujourd'hui et la technologie doit aider à atteindre des objectifs qui sont peut-être très certainement plus éco-responsables. Et les restrictions qu'on risque d'avoir par rapport à l'utilisation de ces objets volants, est-ce que tu penses que ça va entraver votre activité ou pas? C'est un énorme débat. On y travaille énormément. Quand je dis on, c'est pas juste nous. Nous avons avec une société, justement une spin-off de l'EPFL, un système qu'on met en place cette année pour repérer les drones, pour le contrôle aérien. Mais c'est global, c'est mondial.
c'est une nouvelle ère de l'aviation, le drone, très clairement. Ils vont être de plus en plus gros, de plus en plus présents, de plus en plus se démultiplier. Et il faut en effet repenser le ciel. C'est en cours. L'avenir du drone d'épandage étant non plus de faire des épandages de façon préventive, comme on le fait aujourd'hui, mais ce qu'on appelle le spot spraying, c'est-à-dire l'épandage très très localisé. Alors là, c'est évident que toutes ces caméras multispectrales et compagnie vont permettre peut-être à moyen terme d'envoyer le drone traiter des points en particulier plus sensibles ou plus sujets au développement de maladies.